Bonjour à tous, je vous propose de débuter la séance. Donc j'ai avec moi plusieurs de nos partenaires qui vont pouvoir témoigner et partager leur expérience avec Knowledge. On va commencer par une rapide démonstration de la solution. Je vois des visages familiers, je sais que certains ont vu la version 1 du produit, mais là on a une version 2 qui est absolument exceptionnelle, avec toutes les fonctionnalités que vous nous avez demandé de développer. Et je vais vous faire une rapide présentation. Je me présente rapidement, je suis Nejma Belkdim, cofondatrice et CEO de Knowledge. Mon cœur de métier, c'est les sciences cognitives appliquées à l'apprentissage avec les nouvelles technologies. Et donc j'ai avec moi Lucie, Christian-Jacques et Sandrine qui se présenteront ensuite lors de leur présentation. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Knowledge, c'est une EdTech française du nord de la France. On est une des premières EdTech d'IA générative. On est ce qu'on appelle une IA native app. Et dès le départ, on a intégré les intelligences artificielles et on a développé une solution qui permet de transformer des contenus en activités interactives. Donc c'est un outil de conception pédagogique. On a remporté plusieurs prix. On a fait briller la France à Londres l'année dernière en remportant le prix de la meilleure EdTech startup au monde parmi 7000 entreprises. C'est un peu comme les JO, mais de la EdTech. Donc on est très fiers de ça. Et alors, je vais passer à la démonstration. Donc vous avez là l'interface Knowledge. C'est très simple. 3 étapes, toujours. On a gardé 3 étapes. Plus de fonctionnalités, mais c'est toujours aussi simple. On sélectionne les ressources, extrêmement important. C'est ce qui va nous éviter les phénomènes dits d'hallucination, donc les erreurs générées par l'IA. On aura ensuite des options avancées qui vont permettre de guider la génération de l'IA et s'assurer qu'à la fin, on ait des activités extrêmement pertinentes et pertinentes par rapport au public que vous avez. Et ensuite, on sélectionne les activités interactives qu'on souhaite générer. Donc là, je suis dans la partie sélection des ressources, extrêmement simple. On a développé une nouvelle bibliothèque, je ferai ma mise à jour plus tard. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a différents types de fichiers. On peut partir d'un PDF, ce que je sélectionne, et puis d'une vidéo, et puis d'une autre vidéo, et puis, pourquoi pas, d'un autre PDF. Voilà. Donc là, c'est une grande nouveauté chez Knowledge. On a la possibilité, pas de commencer avec une ressource, mais on peut aller jusqu'à 4 ressources et on augmentera cette limite pour la prochaine version, et on peut croiser les ressources. Ça va vous permettre d'avoir des générations extrêmement adaptées. Si vous avez des sujets autour de l'attention sur certains documents, là c'est un cours sur les neurosciences. Donc si j'ai un PDF sur l'impact de l'attention sur l'apprentissage et un autre sur comment fonctionnent les neurones, je peux rassembler ces ressources et créer des activités à partir de là. Donc je vais à l'étape suivante. Et alors là, on tape notre petit titre. C'est pas très pratique. Il faudrait peut-être qu'on ajoute une commande vocale. Ce sera peut-être plus simple. Donc là, on ajoute le titre du cours. On sélectionne la langue du module. Donc on a plusieurs langues. Le français, l'anglais, l'espagnol, portugais, allemand, italien et néerlandais. Et là, on a ajouté ce que vous nous avez beaucoup demandé, les objectifs pédagogiques. Et donc là, on va pouvoir guider l'analyse de l'IA. Donc, je m'arrête là. Mais ce qu'on a, c'est vraiment la possibilité de guider l'analyse. Et en fait, on peut ajouter 3 objectifs pédagogiques différents. Bien évidemment, je fais absolument n'importe quoi là maintenant parce que je n'ai malheureusement que demain. Mais on peut ajouter 3 objectifs pédagogiques et on les valide. On a une autre nouveauté, les niveaux de difficulté. Alors là, le niveau de difficulté, ça correspond au niveau d'engagement cognitif qu'on va aller chercher chez l'apprenant. Est-ce qu'on vient se focaliser sur la mémorisation ou est-ce qu'on va lui proposer des activités de plus haut niveau qui vont là lui permettre de transposer la connaissance dans des cas d'usage très pratiques et très concrets. Donc on a le niveau facile, moyen et le niveau difficile qui arrivera très prochainement. On a également les mots-clés qui sont les thématiques qui ont été détectées de façon automatique par Knowledge et qui vont permettre de guider davantage la génération.
Donc là, par exemple, je peux me dire, j'aimerais qu'on se concentre quand même sur les notions d'erreur, de feedback, éventuellement de ressources attentionnelles et apprentissage. Je valide. Et donc tout ce que je viens de sélectionner là va permettre de guider vraiment l'analyse de l'IA et d'avoir une génération in fine extrêmement pertinente et qui correspond aux besoins de mes apprenants. On a ajouté cette fonctionnalité qu'on appelle facile à lire et à comprendre. Littéralement, c'est rendre le contenu facile à lire et à comprendre. Donc là, c'est par exemple quand vous avez des contenus qui sont extrêmement complexes au niveau de la langue française, on va pouvoir ajuster ce niveau de difficulté. L'objectif ici, c'est rendre accessible à tous toutes les activités générées. Je l'active, on valide. Et l'étape suivante, et donc là, on a les activités qu'on a toujours eues. Donc, on génère en moyenne une quinzaine d'activités en l'espace de quelques minutes et d'un coup. Donc, on a les flashcards, les glisser les mots, questions à choix unique, des quiz, des questions ouvertes, des jeux, mots croisés, mots mêlés, qui font carton plein auprès des étudiants. Et ensuite, on a quelque chose, c'est nouveau, ce sont des supports de cours. Donc, on a toujours eu le glossaire et le résumé. Mais là, on génère maintenant des plans de cours, des plans qui peuvent ensuite être utilisés par les enseignants, les formateurs directement sur Moodle pour faire leur scénario pédagogique. Et les cours. Cours, c'est... Là, on a utilisé 4 ressources. À partir de ces 4 ressources, j'ai donné des indications pour générer des activités. Avec ça, j'ai une nouvelle documentation qui est générée. Cette nouvelle documentation, elle est extrêmement personnalisée, c'est-à-dire qu'elle correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Et je vais pouvoir télécharger cette documentation-là pour ensuite la repasser dans Knowledge et générer de nouvelles activités à partir de ce contenu. Alors, là, on est sur, généralement, l'analyse 5 minutes, grand maximum. La connexion Internet n'est pas extrêmement bonne, donc ce que je vous propose, c'est d'aller visualiser des activités qui ont déjà été générées. Et donc, à la fin de l'analyse, c'est ce que vous avez. Je rafraîchis. Vous avez une quinzaine d'activités interactives qui ont été générées de façon automatique. Reda me dit, on a aussi la génération des vidéos. Lorsque vous rentrez une vidéo dans Knowledge, eh bien, on en fait une vidéo interactive. Vidéo interactive, on ajoute des éléments d'interaction, des questions, des concepts clés, et tout ça de façon automatique. Et bien évidemment, vous gardez la main du début à la fin, et vous avez la possibilité de modifier absolument tout, et ce, de façon illimitée. Donc, à la fin, on a toutes ces activités que vous voyez ici sur la gauche, le cours, le nouveau contenu qui a été généré. On a un plan, un résumé avec l'abstract, des points clés et un résumé un peu plus détaillé. On a également le glossaire avec les concepts clés, les définitions. Là, j'insiste sur un point qui est extrêmement important. Comme vous avez pu le remarquer, on ne part pas d'une page blanche. On ne commence pas de zéro avec Knowledge. On a toujours des ressources en entrée. Et c'est extrêmement important. C'est ce qui va nous permettre d'éviter les phénomènes, encore une fois, d'hallucination et d'erreur et les biais. Là, on n'est pas sur du chat GPT. On a forcé notre IA à aller récupérer les informations dans la documentation que vous avez mis en entrée. Et donc, les définitions qui sont générées partent des ressources intégrées dans Knowledge. On a ensuite des flashcards, donc extrêmement simples, extrêmement efficaces pour les apprentissages. Je m'auto-questionne, activité génératrice mentale, je vais récupérer l'information, repasser par la trace mnésique. Si c'est correct, super, je consolide. Si j'ai faux, c'est génial, je mets à jour. C'est pareil pour glisser les mots. Donc on a toutes ces activités que vous retrouvez sur votre plateforme LMS habituelle. Comment? Les dyslexiques? Oui, je vais en parler. Donc toutes les activités qu'on peut retrouver dans les plateformes que vous avez l'habitude de générer, on les génère de façon automatique. Donc là, on a les quiz avec des questions à choix uniques. On en a à peu près une quarantaine. Ensuite, on a des quiz de plus haut niveau. On a fait un gros travail avec les ingénieurs pédagogiques à ce niveau-là pour travailler sur les distracteurs et sur les feedbacks. C'est une grande nouveauté chez Knowledge. On intègre maintenant des feedbacks informationnels qui peuvent être édités, qui peuvent être modifiés. Et j'en profite pour vous montrer également la fonctionnalité
qui a disparu, c'est dommage. Voilà. Pour les publics avec des troubles 10, donc pour ceux qui connaissent Cantou, c'est une entreprise aussi française qui est spécialisée dans l'inclusion et l'accessibilité. Et on a intégré ce add-on pour la lecture vocale et pour ajuster le texte pour les publics dyslexiques. Voilà. Il y a une vraie volonté, on a vraiment, c'est dans notre ADN depuis le départ, et c'est aussi pourquoi on a développé l'entreprise. Il y a cette volonté d'inclusion, d'accessibilité pour tous. Cette fonctionnalité-là, on absorbe en fait les coûts de cette fonctionnalité, on ne la fait pas payer à nos clients. Pour nous, c'est important de l'avoir, tout comme ça a été important de venir ajuster avec la fonctionnalité facile à lire, à comprendre, le niveau de complexité de la langue. Donc on a des questions en choix multiples, des vrais faux, des textes à trous. On a également des questions ouvertes sous forme de flashcards, ainsi que les mots croisés, les mots mêlés, et des ateliers de réflexion. Donc là, c'est des idées pour les enseignants, pour les formateurs, pour venir animer des ateliers dans lesquels les apprenants vont pouvoir transposer leurs connaissances. Toutes ces activités-là sont complètement modifiables. On peut absolument tout modifier. C'est un élément qui est extrêmement important et c'est ce qui a fait le succès aussi, l'acceptation ainsi que l'adoption de Knowledge auprès des enseignants et des concepteurs pédagogiques. On a la main sur tout ce qui a été généré. Vous n'êtes pas otage de l'IA. C'est vous qui gardez le contrôle et vous pouvez absolument tout modifier. Le cortex préfrontal termine sa maturation vers 18 ans, influençant l'apprentissage des élèves. Plutôt faux, incorrect. Et là, j'ai une réponse avec un feedback. Et là, si la réponse est correcte, c'est le feedback que je reçois. Je peux ajouter d'autres éléments ici. Je peux aussi changer. Pareil pour les vrais-faux. J'enregistre les modifications et de façon automatique, ça va enregistrer et régénérer les activités. Ces types de modifications-là, on peut le faire de façon illimitée. Il n'y a absolument aucune limite. Et ça vous permet donc d'adapter davantage les activités. Ensuite, on a aussi une autre fonctionnalité qui est le chat, qui ici est codé en dur pour éviter les problèmes de démo. Mais c'est un chatbot. Un chatbot, pas comme ChatGPT bien sûr, c'est un chatbot qui se concentre sur votre corpus de connaissances. Toujours le même système. On est dans de la transformation. Vous allez sélectionner des ressources et c'est ces ressources qui vont devenir la base du chatbot. Et donc aujourd'hui, le chatbot, il est à destination des enseignants. De toute façon, ce que je vous présente à l'écran, c'est pour l'enseignant, c'est pour l'expert, le concepteur pédagogique, l'ingénieur pédagogique. Les élèves, les formés, les apprenants ne viennent pas sur cette interface. C'est un outil auteur, c'est un outil de création. Et donc ce chatbot, il n'est pas à destination des élèves, mais il est à destination des enseignants. Et là, par exemple, on a une question très simple. Mes apprenants semblent avoir du mal à bien comprendre la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. Peux-tu me fournir une explication supplémentaire pour faciliter leur compréhension? Voilà, ça tombe bien. Moi, j'ai enseigné la psychologie cognitive. Je peux me dire, bon, j'ai du mal à vulgariser pour mes étudiants. Il faut que je simplifie. Et donc là, je vais demander au chatbot de m'indiquer quelle serait la meilleure façon de présenter l'information pour que ce soit intelligible pour mes étudiants. Encore une fois, le chatbot se repose sur le contenu que j'ai donné en amont. Si je lui demande comment on fait une tarte tatin, il me dira « j'en sais rien ». Par contre, si je demande d'aller plus loin et je dis « j'aimerais créer une séquence de mise en situation pour la fin de ma formation », donc là on est dans le cadre d'une situation formateur. Les personnes que je forme sont des professeurs et le but est qu'ils utilisent les connaissances vues dans la formation dans leur salle de classe. Typiquement, un cas d'usage, une question qu'un des formateurs avec lesquels on travaille pour la formation des enseignants pourrait poser au chat. Et donc là, on a une suggestion de scénario pour animer une formation en présentiel. Donc ça, c'est la grande nouveauté de Knowledge. Et bien évidemment, on a conservé les exports. Comme je vous le disais, c'est un outil, c'est pas une plateforme. On ne veut pas remplacer Moodle, on ne veut pas remplacer Elea et toutes les autres plateformes LMS. Ce qu'on veut, c'est propulser ces plateformes-là. Et on l'a vu, ça fonctionne. On a eu un bond d'usage dans ces plateformes par les enseignants qui, en ayant Knowledge entre leurs mains, créent des activités et les importent sur leur plateforme LMS, Moodle, Elea et d'autres plateformes. Et au niveau des exports, là, je sélectionne ce que je veux. Hop, 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 hop.
exporter séparément. Je peux exporter en format H5P, SCORM, HTML, Perl Trees. J'ai aussi, par exemple, la possibilité, parce qu'on n'est pas dans du numérique à tout prix, en fait. Donc, je peux me dire, j'ai pas envie de l'importer sur mon LMS, je veux juste un PDF. Et je veux un fichier doc pour modifier ou partager ou imprimer. On a des enseignants qui impriment les flashcards, qui font des activités entre pairs en classe pour interroger les élèves. Donc voilà pour la démonstration. Je n'irai pas plus loin. Reda, probablement que j'ai oublié quelque chose d'important, dis-moi. Tu veux que je leur dise qu'on pourra effectivement très bientôt générer à la fois des vidéos et des présentations. Pour l'instant, on génère un cours en supplément, mais là, on va pouvoir effectivement ajouter une présentation, donc slide, PowerPoint, et puis une vidéo qu'on pourra générer de façon automatique. On a également ajouté un tableau de bord. Et là, c'est important parce qu'on nous posait souvent la question, très bien, mais quel est l'usage? Vous me dites que mes enseignants adorent, vous me dites que mes formateurs adorent, mais quel est l'usage? Eh bien maintenant, vous aurez un tableau de bord dans lequel vous allez pouvoir traquer, suivre l'usage, combien d'activités ont été générées, combien de modules ont été générés, qui utilise l'outil ou pas. Et si on a un des utilisateurs qui n'utilise pas la solution, on va pouvoir changer les sièges. Donc ça aussi, c'est assez simple. Vous pourrez le faire de façon autonome sur l'interface pour les administrateurs, en plus des bibliothèques partagées, etc. Je vais m'arrêter là et laisser la main aux autres intervenants. Il y a autre chose qu'on a développé avec la solution qui est très important parce qu'on y a mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et ça répond à des préoccupations qui sont légitimes et clés. On a développé ce qu'on appelle une architecture agnostique, c'est-à-dire une architecture qui est ouverte. Ça veut dire qu'on peut travailler avec Mistral AI comme on peut travailler avec ses propres modèles. Donc on va pouvoir plugger n'importe quel serveur, n'importe quel modèle dans Knowledge. Il n'y a aucune dépendance vis-à-vis d'autres solutions sur le marché. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'y a plus de lock-in. Si demain, OpenAI ferme la maison, j'y crois pas une seconde, je pense qu'ils sont encore là pendant très longtemps, et ben c'est pas grave, on a d'autres alternatives. On travaille avec Mistral AI aussi. On a une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui ont fait ce travail d'amélioration des prompts pour vraiment avoir des résultats qui sont très positifs. Et donc cette étape-là, elle permet de répondre aux questions de souveraineté, aux questions de sécurité. On est vraiment sur une solution 100% française, si on le souhaite, et elle peut être à moitié brésilienne et à moitié française aussi. Je laisse la main à Christian, je te laisse te présenter. Oui, moi je suis, on m'entend bien, j'espère. Donc je suis Christian-Jacques Cubels, je suis ancien chargé de mission à la DAN de Paris et je suis actuellement principal adjoint au Collège Condorcet. Alors l'an dernier, j'ai fait la découverte de Knowledge grâce au DAN de Paris, qui n'est plus DAN aujourd'hui, parti à la retraite, Philippe Taillard, et au salon Educatech qui m'a fait découvrir justement Knowledge. Donc l'idée en fait à la DAN, ça a été justement d'utiliser ces intelligences artificielles comme assistants pédagogiques. Comme le disait Nejma, il y a eu beaucoup de freins par rapport aux solutions LMS telles que Moodle et Léa, parce qu'en fait techniquement c'était très compliqué pour les enseignants de finalement produire ces activités interactives. Donc on peut voir sur le process qui s'affiche qu'à tout instant, l'enseignant est acteur et est à la main et fait preuve et donne toute la mesure de sa compétence d'ingénieur pédagogique. Alors d'abord, pour utiliser Knowledge, il me fallait une ressource. Alors je suis parti dans ma solution sur le principe que je n'avais pas de ressource. Exemple, on part d'un programme, un nouveau programme. Il va y avoir par exemple de nouveaux programmes. Il y a déjà des nouveaux programmes dans le lycée professionnel. L'année prochaine, il va y en avoir dans le cycle 4. On part en fait, on n'a rien. Il n'y a pas de manuel scolaire, il n'y a aucune solution. Et donc, on va utiliser ChatGPT. En entrée, on va lui mettre l'extrait de programme et on va lui demander un plan. Ce plan, en fait, de cours, va nous servir en fait de squelette
pour notre parcours pour l'élève sur la solution LMS, ici Moodle LEA. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous remarquez tout de suite qu'en sortie de ce cours, il y a un petit 2 qui s'affiche. Parce que là, effectivement, comme nous a mis en alerte Nejma dans sa présentation, là, l'enseignant doit intervenir sur ce qui est produit. C'est là que son savoir est mis ici en avant, puisqu'il va contrôler la ressource. Donc il va la corriger. Une fois qu'il a corrigé cette ressource, il a son plan. Et pour chaque partie, il va demander un exercice ou plusieurs exercices qu'il va contrôler. Il va lui demander la correction de ces exercices à ChatGPT. Et au final, après avoir tout corrigé, et c'est ce qui est important, c'est que c'est toujours l'enseignant qui a la main aussi dans cette solution. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait tout ça, j'ai réussi à avoir une ressource. Donc là, à ce moment-là, j'ai finalement un cours classique, mais ce cours est statique. J'ai un cours, j'ai des exercices, mais tout ça est statique. Et grâce à Knowledge, je vais permettre aux élèves de s'engager davantage en fait, dans leurs apprentissages, puisque grâce à Knowledge, on peut le voir, Knowledge va nous permettre, et la démonstration a été faite, de créer justement toutes ces activités interactives. Et du coup, d'un cours statique, j'ai un cours dynamique, engageant et interactif pour l'élève. Merci beaucoup et tu as raison de préciser la partie engageante des activités, ce sont les activités H5P. Si vous prenez votre téléphone et que vous allez sur Google Scholar et vous faites une recherche rapide en tapant H5P et rétention au niveau de l'apprentissage, vous verrez qu'il y a plus de 1000 papiers de recherche qui prouvent l'efficacité de ces activités-là dans les apprentissages, notamment dans la mémorisation, dans l'engagement, au niveau de la curiosité. C'est vraiment des activités qui respectent les ressources attentionnelles des élèves. On n'est pas là pour être fancy, on veut quelque chose d'efficace, d'engageant et qui évite les détails séduisants. Alors, à toi, Lucie. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Nejma, pour l'occasion de faire un petit retour d'expérience. Justement, je vais rebondir sur ce que tu disais. Alors, je me permets de me présenter. Je suis Lucie Jacquet-Malo. Je suis enseignant-chercheur en mathématiques à l'université de Picardie-Jules Verne et pilote d'un projet DEMO-ES, démonstrateur numérique de l'enseignement supérieur, qui travaille à la transformation numérique des établissements. Je suis particulièrement intéressée par les questions des collaborations entre les EdTech et les établissements d'enseignement supérieur, parce que ce n'est pas toujours simple pour un établissement d'enseignement supérieur de faire appel à une EdTech pour trouver des solutions et à une EdTech de venir proposer son offre à l'enseignement supérieur. Ce qui nous a beaucoup plu, et Nejma, tu viens de le dire, effectivement, les activités H5P, elles sont reconnues comme étant efficaces. Et en fait, ce mot me fait sourire parce que les activités H5P, à mon sens, permettent d'améliorer le sentiment d'efficacité de l'étudiant. Ce qui permet d'améliorer l'efficacité vraiment, c'est parce que la ressource de l'enseignant, elle est fiable. Et donc, on revient en fait à un rôle de l'enseignant qui est d'être le détenteur de la ressource et toute la conception des tâches qui ne sont pas... c'est pas passionnant de faire une vidéo interactive quand on a la ressource, très franchement, c'est long et c'est difficile. Alors que là, on a une intelligence artificielle qui nous permet de le faire avec la ressource dont on est responsable. Alors justement, je vais passer à la suite. On a travaillé avec les établissements du supérieur, j'essaie de prendre un peu de recul par rapport à ça, et on a travaillé avec les établissements d'enseignement supérieur sur l'intégration des IA génératives dans nos enseignements. Elles sont nées en 2022. J'ai l'impression qu'en 2 ans, il y a peu de choses qui ont bougé parce que ce qui revient toujours dans l'enseignement supérieur de la part des enseignants, c'est « Ah là là, mais comment je fais pour que mes étudiants arrêtent d'utiliser ChatGPT ?» Alors, petit à petit, ça vient quand même. Mais on a eu beaucoup de discussions avec les enseignants et je vais parler de ChatGPT et après, je vais parler de Knowledge. J'espère que ça va être clair, que mon propos va être clair. Mais en fait, on a toujours 3 vagues de réactions quand on présente les usages potentiels d'un LLM à un enseignant.
Il y a d'abord évidemment l'effet waouh. La première fois qu'on a tous rencontré ChatGPT, on a tous eu un effet waouh parce qu'il dit toujours oui, parce qu'il a une qualité de rédaction qui est irréprochable et parce qu'il s'adapte tout le temps suite à discussion. Quand on veut modifier notre prompt, il s'adapte. Et puis évidemment, très rapidement vient la crainte, puisqu'on voit rapidement des biais. Il y a des fake news. Bon, alors il y a un paquet d'humains qui donnent des fake news aussi, hein, mais ChatGPT en donne aussi. Et puis il répond oui à des tâches pour lesquelles il n'est clairement pas fait. Et donc il va répondre et il va mal répondre, notamment les raisonnements mathématiques. Un exemple. Et donc ces deux vagues donnent la place très rapidement à la réflexion sur comment je vais utiliser les LLM pour mes étudiants. Ah bah oui, je vais pouvoir le faire pour développer les esprits critiques. Voilà, s'il y a des personnes qui font un peu de maths dans l'assemblée, demandez à ChatGPT de faire une démonstration par récurrence qui va faire bien les 3/4 du temps, mais pas toujours. Et donc, on va pouvoir décortiquer les preuves avec les étudiants et c'est très bien. Et puis, ça va nous faire gagner du temps sur des tâches simples de style, je vais faire un post LinkedIn pour dire que j'étais à Educatech aujourd'hui et que j'ai fait un retour d'expérience avec Nejma sur Knowledge et c'était super. Ça, il est très, très capable de le faire. Voilà, et donc, en fait, on arrive à un intérêt certain, mais avec des biais. Avec Knowledge, ce qui est fou, et c'est vraiment ça qui fait marcher, c'est qu'en fait, il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte parce que l'enseignant supervise l'ensemble, hein, ça tu l'as bien dit, Nejma, et c'est hyper important. Il dit non quand il ne sait pas faire. Si on demande la recette de la tarte tatin, il dit non quand il ne sait pas faire. Et donc, il n'y a que la ressource qui va être utilisée comme source. Et on remet l'enseignant en fait, face à sa propre ressource. Un peu comme dans les années 50, où le rôle de l'enseignant, c'était de distribuer son cours à 500 personnes dans un amphithéâtre immense. Ben, pourquoi ? Parce que l'enseignant était le détenteur de la ressource et on ne se souciait pas trop de comment il va faire pour transmettre sa ressource. Et ben là, en fait, on revient à un rôle qui est de détenteur de la connaissance et toutes les tâches qui sont très chronophages vont être déléguées à Knowledge. Donc on a un vrai professeur augmenté par IA. J'insiste sur ce nom-là, parce qu'on a un assistant professeur qui s'appelle Knowledge, qui va lui faire gagner du temps et permettre à l'enseignant de se concentrer sur les choses vraiment importantes, c'est-à-dire le one-to-one avec son étudiant, pour le permettre d'évoluer, presque le coacher, on pourrait dire, hein, sur des rendez-vous individuels, et où toutes les tâches très chronophages ont été déléguées à cette intelligence artificielle qui le fait bien plus rapidement que nous et bien mieux que nous. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Donc moi, je vais témoigner du déploiement de Knowledge au campus du Lac. Donc j'ai rencontré Nejma l'année dernière à ce même endroit et j'étais assise comme vous dans l'amphi. Et moi, j'ai eu l'effet waouh. J'ai la chance de travailler dans un campus qui est un campus de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Et donc, nous avons une facilité de prise de décision. Donc on s'est rencontrés en novembre. On a testé le modèle en février-mars et on a contractualisé en avril-mai. C'est allé très très vite. Je resitue un peu le contexte du campus parce que c'est important pour comprendre pourquoi nous avions besoin d'un outil comme Knowledge. On a à peu près 1500 apprenants, on a 3 sites de formation, des apprenants qui vont du CAP au master. Pour la plupart d'entre eux, ce sont des apprentis, donc un peu à l'école, un peu en entreprise. Donc voilà, c'est très varié et on a à peu près, slide suivant, voilà, on a 114 formateurs salariés, très peu de turnover, des gens qui sont là depuis 20 ans au campus, et des intervenants sous-traitants, comme beaucoup d'entre vous, donc, qui ont plusieurs employeurs et plusieurs donneurs d'ordre. Et depuis 2008, on s'est lancé dans la digitalisation, on a une succession de plateformes LMS, des open source, des outils auteurs. Aujourd'hui, on est avec Moodle, on en est très satisfait, mais il fallait qu'on arrive à accélérer le déploiement de Moodle au campus du Lac, parce que nos élèves alternants, en Gironde, ils sont dispersés géographiquement. Certains aussi ne peuvent pas se déplacer, sont en situation de handicap, et il nous fallait aussi pouvoir proposer des calendriers de formation adaptés à nos apprenants et à nos entreprises d'accueil. Donc de la flexibilité, donc du e-learning. Du e-learning en CAP ou en BTS, c'est pas facile. Donc Knowledge est le bon outil pour développer ces parcours qui sont reconnus par nos financeurs, mais pas Knowledge, Moodle, pardon, mais il nous fallait un accélérateur, et cet accélérateur, c'est Knowledge. On a testé la solution pendant 2 mois auprès de 30 formateurs. Donc voilà, clairement, l'effet waouh a été suivi de l'adhésion de ces 30 formateurs. Certains ont eu un peu de défiance parce que c'était un autre outil et nous en avions déjà beaucoup au campus. Depuis septembre, nous le déployons. Nous avons 132 formateurs qui sont préinscrits
et 90 utilisent la plateforme. Je suis très contente. Je découvre ces chiffres, je suis ravie de les voir. Ouais. Je suis ravie d'avoir le back-office sur l'utilisation pour pouvoir identifier qui n'utilise pas Knowledge et essayer de les accompagner, car une des conditions à la réussite, c'est d'accompagner les formateurs et de les former aussi à l'utilisation de Knowledge. C'est très simple, mais il faut qu'ils puissent avoir quelques tips pour pouvoir modifier et garder la main. Donc nous l'avons intégré dans nos tableaux de bord Moodle, nous pilotons le déploiement sur le campus et clairement c'est un accélérateur. Je crois que j'ai mis quelques extraits. Donc vous voyez là par exemple c'est un extrait d'activité sur des bachelors, donc des bac plus 3. Donc le collègue Johan, donc pour lui c'est un gain de temps. Parfois il monte ses activités entre midi et 2 parce qu'il a discuté avec des collègues, il a trouvé des idées et donc le temps d'un café. Ça fonctionne bien. Le second, c'est Delphine qui intervient en BTS, en cours de bureautique. Donc elle, c'est des quiz qu'elle intègre directement dans Moodle puisque la quasi-totalité de son parcours est en e-learning. Le suivante, je pense que c'est Marie qui, elle, rêvait de faire des vidéos interactives. Et vous en avez une là. Alors, j'ai pas fait la démo parce que je me doutais que sur l'Internet, ça allait pas être terrible. Mais vous voyez, les petits points qui sont en bas de l'écran, c'est les endroits où il y a des quiz ou des activités. Et ça se fait tout seul. Donc c'est extrêmement satisfaisant. Ça ne fonctionne pas que sur le post-bac. La dernière slide, c'est une intervenante Mélanie qui intervient en CAP et en bac pro et qui, elle, utilise Knowledge en cours, parce que les élèves n'ont pas tous un ordi et donc ne vont pas forcément sur Moodle. Elle utilise ça pour animer ses cours auprès de jeunes apprenants. Donc voilà, facilité d'utilisation, déploiement rapide et alors les évolutions, c'est génial. Un grand merci Sandrine. C'est vrai que je ne vous ai pas précisé, mais on a effectivement développé un plugin Moodle. Donc maintenant, vous pouvez avoir Knowledge dans Moodle. Et donc les enseignants, les formateurs n'ont pas à sortir. Et c'est vrai que c'est bien de s'inscrire dans leurs habitudes. Ça permet une adoption un peu plus importante. Et on voit bien que là, avec Moodle, effectivement, les formateurs embarquent. C'est vraiment positif. Je suis très contente de voir ces chiffres. Dans le monde de la formation, on a une norme, vous connaissez certainement, c'est Calliope. On doit prouver l'origine des contenus que l'on dispense à nos élèves avec le système déconnecté à l'intelligence artificielle extérieure. Je n'ai pas les mots techniques, hein, mais c'est uniquement ce que le formateur met sur la plateforme qui va être utilisé, et ça, c'est extrêmement rassurant. On garde la main sur nos sources et le formateur garde la main sur ses contenus. Un grand merci Sandrine. Un grand merci à tous les trois, extrêmement précieux comme témoignage. Je suis absolument ravie parce que ce sont des personnes qui nous ont fait confiance quand on était encore tout jeune et qu'on commençait tout juste à avoir un produit qu'on a développé, comme j'aime le dire, avec Peanuts. Et ça a été extrêmement précieux de travailler avec vous. Il y a d'autres partenaires aussi dans la salle. On a l'Université de Rennes avec qui on travaille sur un projet assez énorme. J'ai presque envie de te faire monter sur scène, Pierre, pour en discuter. Tu veux témoigner? Bon, allez, je te laisse mon siège. Bonjour à tous. Il n'y a rien de mieux que l'improvisation, donc merci Nejma. Donc je représente l'Université de Rennes et nous, ce qui nous a intéressé dans la solution Knowledge, en plus de tout ce qu'on a expliqué ici, qui sont vraiment des bons arguments, c'est pour aller dans le sens de ce que disait Nejma sur le côté agnostique. C'est-à-dire que nous, à Rennes, on a mis en place une expérimentation et une infrastructure sur lequel on a mis des cartes GPU et des LLM à tourner dessus en inférence. C'est des LLM open source, il y a du Llama, il y a du Mistral, il y en a plusieurs. Et on fait toute une acculturation des personnels de l'université autour de cette infra-là, dans des idées qui sont de la souveraineté nationale. On ne les emmène pas implicitement sur OpenAI, donc il n'y a pas de risque de fuite de données, tout est contrôlé ici. Et puis peut-être que quand un collègue a besoin de s'acculturer, qui va faire des prompts un peu pour essayer, eh ben, c'est peut-être pas mal qu'il ait en tête qu'en faisant ça, il ne fait pas fondre un mètre cube de banquise. Bon, donc les aspects environnementaux, sécuritaires, souveraineté numérique, tout ça était important pour nous. Et ce qui nous a intéressé dans la solution Knowledge, c'était de pouvoir la prendre comme une couche de service au-dessus de notre infra. Et ça, c'est ce qu'on a discuté. Et on a discuté longtemps et toujours de manière très agréable, mais avec une convergence de points de vue. Et là, ça y est, on va se lancer. Alors, Reda me disait tout début décembre, mais ça y est, on y est là. On y est. Et j'ai plein de gens à Rennes qui sont dans les starting blocks, des enseignants, évidemment, mais aussi des ingénieurs de pédagogie qui sentent bien que là, ils vont avoir un levier très, très démultipliant de toute leur action.
Donc c'est vraiment super. Et je pense au final que avec les LLM, avec les IA génératives, il y a un nouveau domaine dont on entend beaucoup parler, c'est le prompt engineering, la promptologie, les choses comme ça. Ça ne s'invente pas, ces choses-là. Il faut avoir l'idée de ce qu'on peut faire avec un LLM et il faut avoir l'idée de comment le faire. Si vous allez voir un enseignant et que vous lui dites bah, débrouille-toi, mais fais-toi ta connaissance, ton expérience, tes compétences d'usage des IA génératives, il va vous dire bah, c'est intéressant ce que tu me dis, mais moi j'ai pas le temps. Bon voilà, on lui amène quelque chose qui est l'outil auteur, ce que disait Nejma, et qui maîtrise complètement de A à Z une promptologie de qualité et qui garantit la qualité des sources. Donc, enfin bon, je suis fan. Un grand merci, Pierre. Tu peux t'installer, vas-y, je t'en prie. Allez, bah, tant que t'es là. Non, mais c'est ta chaise, c'est ton fauteuil. Hein. Mais non, vas-y. Ça fait vraiment l'invité mystère dans la table ronde. Hein. Là, j'ai mes pépites sur scène, je suis absolument ravie. C'est vrai qu'aussi, c'est vraiment des partenaires qui nous ont poussés à nous surpasser. Et c'est ça qu'on veut faire, aller plus loin, mais toujours en tenant compte aussi des sujets éthiques, je pense qu'ils sont au cœur, notamment des sujets environnementaux, mais pas que, d'inclusion. Et donc là, c'est vrai qu'ensemble, on a pu travailler. Et vraiment, un grand merci à tous. On est très heureux d'avoir pu travailler avec vous sur ces sujets. On va passer aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des... Je vois pas très bien, en fait. Ok, peut-être que Reda, je te laisse gérer. La première main qui s'est levée, c'était vous. Bonjour, Carole Petit, je travaille à l'Université catholique de Lyon, à la faculté de droit. J'ai une question sur les sources, c'est-à-dire que si dans mes ressources, j'intègre par exemple ce qu'on appelle nous un article de doctrine signé par un auteur ou un extrait d'ouvrage que je n'ai pas écrit, est-ce que après dans les activités générées, ces documents, ces extraits vont être sourcés avec le nom de l'auteur, etc. Sur le chatbot, par exemple, ça, on l'aura. C'est-à-dire que quand on va aller récupérer des informations, on va pouvoir indiquer la source automatiquement. Aujourd'hui, ce qu'on fait, je ne vous l'ai pas montré, mais par exemple, quand on part d'une vidéo, en bas de la transcription ou tout en bas, on a la source qui est récupérée de façon automatique. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir extraire la connaissance et la rendre dynamique. Donc, la ressource, quand vous la mettez dans la bibliothèque, c'est votre bibliothèque, c'est privé. Vous pouvez choisir de la partager ou de ne pas la partager, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui reste à vous et qu'on source de façon automatique. Ça fonctionne avec n'importe quelle version de Moodle quand vous parlez de... Ouais. Ah, ça y est. Bonjour. Je voulais savoir, vous nous avez indiqué donc un développement de la fonctionnalité de feedback par l'application. Ce que j'ai pu voir pour le moment sur votre présentation, ce sont des feedbacks qui portent essentiellement sur la tâche. Et j'ai bien compris que l'enseignant, lui, avait la possibilité de modifier, d'améliorer ce feedback. Mais je voulais savoir si d'ores et déjà ou dans l'avenir, vous pensiez faire des feedbacks plus élaborés. Alors, la question des feedbacks, elle paraît simple, elle est extrêmement complexe. Parce qu'un feedback, en réalité, en psychologie cognitive, peut être considéré comme une récompense. Il faut être très prudent dans la façon dont on donne les feedbacks. Si on encourage un petit peu trop, alors que, en fonction du niveau d'expertise de l'apprenant, ça peut avoir un effet négatif, comme ça peut avoir un effet positif. Et donc, on a fait ce choix d'être sur des feedbacks qui informent est-ce que c'est correct, est-ce que ce n'est pas correct, et qui viennent indiquer des éléments complémentaires pour mieux comprendre le sujet et vraiment focaliser sur la connaissance. Dès qu'on est sur des feedbacks élaborés, ce qu'il faudrait, c'est mieux connaître l'apprenant et savoir exactement le niveau de l'apprenant. Or, comme on est une plateforme d'autoring tool, les étudiants ne viennent pas sur la plateforme. Une fois que vous exportez, moi, j'ai aucune idée de quel est le niveau des étudiants, qu'est-ce qui se passe. Tout se passe sur la plateforme Moodle. Donc, c'est pour ça que pour les feedbacks, là, on a poussé un petit peu plus. On a réussi à développer des feedbacks un peu plus élaborés, mais les feedbacks vraiment où on va encourager ou aller un petit peu plus loin, pour l'instant, on n'y va pas.
toujours avec ce positionnement d'outils auteur. C'est un positionnement qui amène beaucoup d'avantages, mais aussi des limites de ce type-là qui ne nous permettent pas d'aller encore plus loin dans ces développements-là. Je vous invite c'est vraiment le moment de poser les questions aussi à nos intervenants qui probablement sont dans des situations très similaires aux vôtres. J'ai une question basique. Combien ça coûte? Vous avez la bonne personne à côté de vous pour répondre à cette question-là. Reda? Bien, on sait très bien que la solution est publicité. Malheureusement, les utilisateurs ne sont pas les payeurs dans la majorité des cas. Donc c'est avec nos amis des régions, nos amis des départements, des communautés de communes, qu'on arrive à négocier des volumes importants. Cependant, nous avons aujourd'hui des nouveaux modèles économiques se rapportant à l'entité, à l'établissement, ou dans le cadre d'université, au nombre d'enseignants qu'il y a dans l'université, le nombre d'enseignants qui vont participer. Et ça aussi de 250 € à plusieurs milliers d'euros en fonction du type et du cas d'usage. Voilà, mais je vous invite à venir nous rencontrer sur le stand G32. On pourra vous donner tous ces éléments-là en répondant à des questions bien précises. Et donc là, Reda a évoqué le business model avec plutôt l'éducation, SCO et SUP. On travaille aussi avec les business schools, avec les centres de formation, avec les entreprises. On a travaillé avec Bouygues, La Poste et d'autres grosses structures. Donc si vous avez un sujet, vous pouvez venir nous rencontrer comme l'a dit Reda. On pourra répondre à vos questions. On a d'autres questions. On en a une juste ici et puis une deuxième là-bas. Oui, bonjour. J'ai une question pour le monsieur le principal. Je n'ai pas retenu votre nom, je suis désolé. Collège Condorcet. Vous avez un retour d'expérience à nous faire concernant la prise en main par les enseignants de l'outil? Oui, absolument. Alors, ça a été toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a toujours, avec cet outil, un effet waouh qui est assez impressionnant. Et l'utilisation par les enseignants s'étend. Pourquoi? Parce que ils ont, comment dire, ils se sont réemparés finalement d'outils comme Moodle, parce qu'ils avaient beaucoup d'idées de créativité, mais en fait, comme c'était trop chronophage, eh ben, ils ne se lançaient plus. Et maintenant, ils s'emparent de nouveau de ces outils et on part maintenant vraiment dans la création de parcours de formation pour les élèves. Et du coup, ça, c'est intéressant. Et oui, effectivement, c'est très, très, très attractif. C'est engageant aussi pour l'enseignant, finalement. Merci, Christian. Oui, ouais, on a exactement le même retour chez les enseignants du supérieur. Hein. C'est la même chose, on a un réengagement des équipes vers les activités Moodle parce qu'ils savent que ça va leur prendre peu de temps et même des personnes qui ne l'utilisaient pas ou l'utilisaient trop peu. Donc ça, c'est vraiment top. Quoi. Ça a permis de raccrocher l'enseignant. Ouais. Et ça a été une grosse surprise pour nous parce que forcément, quand on utilise de l'IA générative, on pense en gain de temps. Et on fait gagner du temps, on a mené des enquêtes, et on est environ pour une année scolaire à 27 jours de gagner dans l'année en utilisant Knowledge. Mais il y a effectivement les notions de liberté aussi et de créativité qui sont revenues, qu'on n'avait pas du tout en fait anticipé, et le sentiment d'efficacité personnelle. Non seulement pour l'apprenant, mais aussi pour l'enseignant. Et on sous-estime vachement. Là, il est acteur dans le contrôle. À la fin, quand l'activité est générée, c'est lui, c'est l'enseignant qui l'a généré. Et là, on voit bien que ça contribue au sentiment d'efficacité personnelle qui est extrêmement important aujourd'hui et auquel on pense très peu. Vas-y. Alors, ma question va rejoindre la précédente, parce que justement, c'est l'expérience qui parle. À chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, il y a toujours des gens qui ont y résisté. Ça, c'est normal, je pense. Avec le temps, on comprend qu'il y a des gens qui résistent parce qu'ils ont peur, plusieurs raisons. Alors, votre expérience, il y avait de la résistance, oui, non? Et puis, comment vous avez motivé les équipes pour y adhérer, ainsi de suite? Parce que voilà. Alors, motiver des équipes, c'est mes collègues inspecteurs qui m'ont sollicité pour venir faire des présentations dans des établissements. Motiver les équipes, c'est leur présenter l'IA à la pré-rentrée pour qu'ils puissent avoir le temps de s'en emparer. Et puis, comme vous le savez, nous avons eu quand même le choc des savoirs. Et le choc des savoirs, ça veut dire que on a finalement
redéplacer finalement l'approche différenciée pour finalement extraire parfois des élèves de la classe, mais que faire avec ces élèves? Et donc, que faire, que créer et quoi créer pour eux et comment les engager? Est-ce qu'on les laisse justement dans un implicite qui est parfois compliqué? On crée de l'explicite, mais on crée aussi de l'autonomie chez l'élève. Et donc ces parcours ont trouvé tout leur sens pour certains enseignants. Et il y a des freins, évidemment. Il y a des freins parce qu'on a quand même des enseignants qui, ça les sort de leur zone de confort, hein, et donc ne sont pas forcément partie prenante. Et finalement, l'introduction à chaque fois de ce type d'outils, c'est un pas à pas en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout espérer d'un coup. Hein, ça s'installe. On a quelques enseignants qui s'y mettent, qui font des retours dans leur établissement, de leurs pratiques. Les enseignants finissent par adhérer et ils ont besoin en fait d'être assez rassurés sur justement l'aspect non chronophage. Je peux rajouter qu'au campus, on a mis en place, on a déjà des parcours de formation interne à destination de nos personnels et on a intégré Knowledge dans notre parcours de formation Moodle. Donc on forme nos anciens formateurs et nos nouveaux à l'utilisation de la plateforme et dedans, automatiquement, ils abordent Knowledge. Et quand on a un petit peu utilisé Moodle auparavant et H5P, quand on connaît le côté chronophage du développement des activités, là, la démonstration, c'est parfait. Donc les personnes adhèrent. Maintenant, effectivement, il ne faut pas non plus, c'est pas un miracle. Donc il y a aussi peut-être ne pas mettre toujours les mêmes activités, varier. Voilà, il y a un certain nombre d'usages. On a organisé des groupes aussi de travail entre formateurs pour qu'ils partagent leur expérience. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait qu'on a obtenu assez rapidement l'adhésion. J'ai une question sur la génération d'activités et en particulier les activités qui sont chronophages à construire. Je pense en mathématiques, par exemple, des exercices un peu de gamme ou en orthographe ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut créer des exercices qui seront renouvelés systématiquement en mathématiques avec des nouvelles valeurs, en grammaire avec des nouveaux verbes ou des choses comme ça? Très bonne question. Je ne suis pas sûre que ce soit possible, mais Nejma me contredira peut-être. Moi, je l'utilise. Alors, je l'utilise pas en mathématiques, dans d'autres disciplines, mais quand je l'utilise en mathématiques, c'est surtout exactement comme vous dites pour travailler les gammes. Alors, pas les gammes au sens comme un outil comme WIMS pourrait faire, où on recommence à l'infini un exercice avec des données qui changent. Non, non, mais plutôt sur des questions de maîtrise du vocabulaire, notamment en probastat en première année, quand c'est des choses qui ne sont jamais apprises par les étudiants d'expérience. Ce que c'est qu'une variable quantitative, qualitative. Et en fait, ça me permet d'élaborer la base de ce que je vais faire après. Voilà, moi je ne l'utilise pas pour ça. Par contre, je sais que mes collègues de langue ont été les premiers à soutenir Knowledge parce qu'en langue, ils travaillent énormément leur gamme avec. Alors je ne sais pas comment, je ne suis pas spécialiste des langues, mais effectivement, pour tous les le travail de grammaire, tout le travail de vocabulaire, en tout cas, c'est le cœur de l'utilisation de Knowledge chez les collègues de langue, et notamment au travers des flashcards. Quand Nejma disait on peut les imprimer puis les jouer en classe, nous, ils font ça sur Moodle, hein, ils ne les impriment pas, mais ils travaillent à deux sur des flashcards. Donc oui, en langue, en maths, oui, mais plutôt pour la base vocabulaire. Voilà. Je crois qu'elle veut savoir si c'est possible de générer des activités avec un contenu aléatoire. Oui, la réponse est oui. Oui, je disais donc, pour les mathématiques, une formule mathématique, pour nous, c'est une image. Nous évoluons et au cours du premier trimestre 2025, nous traiterons les images et nous serons plus performants en mathématiques. Aujourd'hui, nous traitons toute la partie vocabulaire qui gravite autour d'une formule, autour d'une image, et non pas l'image. Donc ça sera traité au premier trimestre 2025. Et on pourra répondre à votre question par la positive.
Ouais. Du coup, je voulais vous demander, c'est quoi le modèle qui est utilisé de base dans votre solution? Enfin, si c'est OpenAI ou bien plutôt du Mistral, de base? Alors, de base, on avait développé nos propres modèles à l'époque, en anglais. Ensuite, on s'est plugué, on a développé un partenariat stratégique avec OpenAI et on a utilisé les modèles d'OpenAI. Et aujourd'hui, on a à disposition OpenAI et Mistral AI. Et c'est ce que disait aussi Pierre plus tôt, c'est que le travail de prompting, il est extrêmement important, il est extrêmement difficile. Et nous, on le fait tous les mois pour améliorer le résultat de la génération. Donc on travaille, et donc là c'est pas une IA, c'est pas de la technologie qui le fait. Là ce sont des ingénieurs pédagogiques avec des enseignants avec qui utilisent la solution. On va faire des espèces de tests de Turing twistés. On va générer des activités avec OpenAI, des activités avec Mistral et des activités qui ont été générées par des enseignants. Et ensuite on va demander à des enseignants d'évaluer la qualité avec des critères définis. Et ensuite, je pense que c'est ce que tu expliquais aussi plus tôt, c'est que avec cette nouvelle architecture qu'on a développée, on n'est plus limité au niveau des modèles. Donc on peut passer sur du Mistral, comme sur du OpenAI ou sur d'autres. Dans l'infrastructure qu'on utilise, nous, dans notre établissement à Rennes, on en a plusieurs des LLM. Il y a des Mistral, il y en a plusieurs, des petits, des gros. Il y a des Llama, des petits, des gros. Il y a des modèles qui sont plutôt spécialisés dans telle ou telle chose. Et finalement, on s'acculture sur l'ensemble de ce bouquet-là. Il y a quelque chose qui est toujours très spécifique, on va dire, du monde du numérique, c'est la volatilité des outils. Donc si on construit une acculturation des collègues à l'usage de technos qui sont trop dépendantes de l'outil, on risque de se retrouver sur une branche qu'on est en train de scier nous-mêmes, quoi. Donc il faut être dans une disposition agnostique, comme disait Nejma tout à l'heure. Et nous, la bonne façon qu'on a eu de voir les choses, c'est de distinguer l'infrastructure de la couche service. Et en fait, voilà, la couche service, c'est Knowledge. L'infra, c'est tout ce qu'on y met derrière. Moi, je comprends très bien que des établissements aillent prendre un chat GPT 4o sur un cluster à Amazon Service. Ok, très bien. Nous, on a voulu faire autre chose, mais ce qui compte, c'est qu'avec des web services, les services et les infras puissent se parler. J'aimerais juste rajouter quelque chose sur OpenAI. Nous avons conclu avec eux des contrats qui interdisent OpenAI d'utiliser les documents que vous allez vous positionner dans Knowledge pour leurs propres entraînements. Ce sont des contrats qui nous coûtent relativement cher, mais qui sont appliqués aujourd'hui. On a encore une dernière question. Bonjour à tous. Alors moi j'aurais aimé savoir si vous avez pu observer une amélioration des résultats scolaires et un gain de motivation de la part de vos apprenants depuis le développement de Knowledge. Je vais me permettre de... En tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est une grosse différence d'engagement avec les élèves qui ont tendance, qui sont en voie de décrochage. Et ça, déjà, ça a été un gain énorme. C'est-à-dire que finalement, les élèves qui n'étaient plus, sur lesquels on ne pouvait plus porter de diagnostic, se sont de nouveau engagés dans l'apprentissage et ont permis d'avoir finalement je vais parler de données sur eux aux enseignants pour pouvoir élaborer des remédiations. Un grand merci à tous. On m'entend ou pas? Non? Est-ce que ça fonctionne? Super. Un grand merci à tous. Merci d'être venus nous voir. On a un stand G32. On va laisser la place à nos camarades. Un grand merci aux intervenants. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir. On vous a pas tout dit, alors venez nous voir et vous pouvez autrement vous connecter sur Knowledge, vous créer un compte gratuit et tester la solution.